Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. C'est le 3e jour de deuil et nous pensons bien évidemment aux victimes et à leurs familles. Aujourd'hui, notre invité c'est Benoît Hamon. Bonjour Benoît Hamon, vous êtes ancien ministre de l'Éducation nationale et vous êtes député socialiste des Yvelines. Pour vous interroger aujourd'hui, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Bonjour. Benoît Hamon, François Hollande a annoncé une véritable inflation sécuritaire. Est-ce qu'au fond, un président qui vient de la gauche peut aller aussi loin sans dommage dans sa majorité? Car au fond, c'est ce que la droite demandait depuis longtemps. Je vais vous dire, je pense que les considérations politiques aujourd'hui de cette nature sont secondaires. Le sujet, c'est comment se protéger. Dès lors que nous sommes en guerre, dès lors que 8 personnes terroristes, surtout pas des combattants, parce que ceux qui s'autoproclament combattants et qui tirent sur des victimes innocentes ne le sont évidemment pas, ce sont au contraire des hommes qui n'ont plus aucune notion d'humanité d'ailleurs, totalement déshumanisés. Quand ceux-là perpètrent plus de 130 meurtres dans les rues de Paris, nous sommes en guerre. Et quand nous sommes en guerre, effectivement, la question c'est d'abord qu'autour du président de la République, on s'unisse, on se rassemble, pas dans une posture politique. Parce que la France est attaquée. Et que si nous ne sommes pas capables de nous unir alors que nous sommes attaqués, ben alors ce pays est foutu. Et c'est la raison pour laquelle, autour du président de la République, il faut se rassembler. Ce qu'a proposé le président de la République hier, c'est quoi? Ce sont différentes mesures de nature à mieux protéger les Français, mais mieux nous protéger collectivement. À commencer par le fait d'augmenter les effectifs de douaniers, de magistrats, de personnel pénitentiaire, de gendarmes et de policiers. C'est aussi, et je crois que c'est très important, de dire que les Européens, au-delà des messages que nous avons reçus et que les familles endeuillées ont sans doute reçus de solidarité et de compassion, doivent maintenant aider la France qui assume seule, sur les théâtres extérieurs, c'était vrai au Mali, au Sahel, c'est vrai aussi aujourd'hui en Syrie et en Irak, seule la protection du continent européen. La protection du continent européen contre ce que serait la constitution d'un véritable État terroriste, État djihadiste, si demain l'État islamique véritablement prenait le contrôle du pan entier de la Syrie et de l'Irak. Donc là, on en appelle à la solidarité financière. Gilles Leclerc. Benoît Hamon, on connaît tout de même vos convictions. Par exemple, le prolongement de l'état d'urgence, pour vous, ça ne comporte aucune menace, aucune crainte sur les libertés publiques. Vous faites une confiance absolue aux policiers, aux magistrats, ou est-ce qu'à un moment, vous pouvez vous dire, attention? Je voterai le prolongement de l'état d'urgence. Je voterai parce que je pense nécessaire aujourd'hui que nous ayons les moyens de pouvoir lutter efficacement contre la menace qui nous concerne. Je le voterai en étant parfaitement conscient des restrictions en termes de liberté publique et liberté individuelle que ça va supposer quelque temps. Mais je le voterai... Vous dites quelque temps, hein, mais pour l'instant ça va être 3 mois. Parce que l'état d'urgence, il peut avoir vocation à se prolonger, mais il a vocation aujourd'hui à nous donner les moyens de nous attaquer à ces cellules dormantes potentiellement, à ces filières du djihad qui aujourd'hui amènent des combattants à faire la guerre sur le territoire français contre des civils innocents, à une terrasse de café, dans un concert ou dans un stade de foot. Donc ça c'est justifié. C'est pas pour autant que ce sera l'état permanent des libertés publiques sur un délai qui est celui où nous sommes en guerre, et je pense que nous y sommes hélas encore quelques semaines, sinon mois. Oui, je voterai le prolongement de l'état d'urgence. Véronique Jacquier sur l'aspect guerre, justement. Oui, le président a dit que nous étions en guerre. Vous venez de le dire aussi, Benoît Hamon. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi parler quand même d'une forme de guerre civile quand on sait que les terroristes sont des Français nés en banlieue parisienne? Non, c'est pas une guerre civile. Non, nous ne sommes pas. Mais l'ennemi est à l'intérieur. Il y a aujourd'hui. Non, mais c'est tabou de le formuler. Non, mais c'est pas. Je n'irai pas sur ce terrain-là délibérément. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont eux des apatrides. Ils nous mènent une guerre. Ils mènent une guerre mondiale. D'ailleurs, pas en fonction de ce que nous faisons. On dit que c'est parce que nous intervenons en Syrie. C'est en fonction de ce que nous sommes. Ils détestent, peu importe leur nationalité, ils détestent ce que nous sommes, c'est-à-dire une démocratie libre, une république laïque et une nation multiculturelle. J'insiste aussi là-dessus. C'est ça, ce vivre ensemble, c'est ce choix qu'ont fait les Français, quelle que soit leur origine,
quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur, de vivre ensemble qu'ils détestent. Et contre cela, il faut se battre. Et peu importe, la carte d'identité, elle ne compte d'ailleurs plus beaucoup pour ces gens-là, peu importe la carte d'identité qu'ils ont, et peu importe là où ils frappent. Et c'est pour ça qu'on doit montrer la plus grande détermination face à cette menace, qui est une menace qui aujourd'hui frappe en France, qui nous a ciblés pour ce que nous sommes, mais qui pourrait très bien frapper d'autres pays, comme elle a frappé, je tiens à le dire... Donc la déchéance de nationalité pour des binationaux français... J'y viens. Comme elle a frappé Beyrouth, il y a quelques jours, où plus de 40 innocents, qui étaient coupables d'être chiites, ont été tués par des kamikazes de l'État islamique. Sur la déchéance quand même des binationaux français, est-ce que ça c'est quelque chose que vous voterez sans aucun état d'âme? J'ai une réserve que je veux exprimer, mais qui n'entame pas mon adhésion globale à ce qu'a dit le président de la République. Ma réserve, elle est double. Je ne vois pas le caractère dissuasif de la mesure. Je ne pense pas. Je veux dire, quand on est à ce stade de déshumanisation, je ne pense pas que le fait qu'on dise à quelqu'un « attention, vous pourriez être déchu de vos nationalités » l'empêche de faire quoi que ce soit. Le point sur lequel j'ai une autre réserve, c'est que, et je l'étudierai comme beaucoup d'autres, c'est que ça introduit une différence symbolique entre deux citoyens français qui sont égaux en droit et qui, là, symboliquement, verraient une barrière s'ériger entre eux, même si elle n'est que symbolique, parce que, évidemment, peu de gens seraient concernés par cette mesure. C'est que quelqu'un qui serait né ici pourrait être déchu de sa nationalité au motif que ses parents lui transmettent une autre nationalité. On pense aux Marocains notamment. Et donc sur ce point, sur cette différence symbolique entre deux citoyens français, j'ai une réserve, mais je dis cette réserve sur la déchéance de nationalité n'entame pas mon adhésion à la nécessité aujourd'hui de nous doter des moyens de nous protéger. Et j'insiste sur quelque chose de quand même qui était symbolique hier, que le président de la République ait dit à l'Europe, bon, on se serre la vis depuis maintenant des années. On se serre la vis, mais on ne fait pas tous les mêmes efforts sur les mêmes terrains. Nous faisons la guerre au Mali. Nous faisons la guerre au Sahel. Nous faisons la guerre en Syrie et en Irak. Et on ne protège pas que les Français. Et nous sommes frappés, nos militaires y ont laissé des vies, nos civils y laissent des vies, et les Français y laissent des vies. Et ce sont des centaines de familles qui sont traumatisées par ce qui s'est passé vendredi soir. Eh bien, il est temps qu'aujourd'hui, ces dépenses militaires, ces dépenses de protection, il n'y ait pas quelques technocrates européens qui nous les calculent dans les déficits pour nous dire attention, c'est pas bien, vous creusez vos déficits. Donc le pacte de sécurité plutôt que le pacte de stabilité, j'adhère aussi complètement à ce message. Mais qu'est-ce que vous attendez donc concrètement de la part des autres pays d'Europe? Qu'on exclue les dépenses militaires ou les investissements nécessaires à la protection de l'Europe et de la France du calcul des déficits qui nous amène parfois à voir un commissaire européen sortir sa petite règle en bois et dire au Premier ministre français, au président de la République, attention, vous n'êtes pas dans les clous. Oui, aujourd'hui, ces clous-là, comptables, budgétaires, importent moins que la sécurité des Français. Donc la formule employée par le chef de l'État hier, le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité, ça vous va tout à fait? Complètement. Mais y compris, ça veut dire que bon, on peut laisser filer les déficits jusqu'en 2017 J'irais même un peu plus loin. Il est un aspect qui a été évoqué par quelques-uns hier à la tribune du Congrès. Je pense par exemple à plusieurs intervenants, dont Cécile Duflot, je crois. La question éducative. Comme ancien ministre de l'Éducation, je sais que cette question aujourd'hui de l'éducation, elle est aussi centrale. De l'endoctrinement même. Justement, cette question de l'éducation, Benoît Hamon, elle était complètement absente du discours de François Hollande hier. C'est pour ça que j'en parle. Oui. Il a décidé de concentrer son propos sur les questions sécuritaires. Il n'est pas interdit de compléter tout cela. Et cette question de l'éducation, elle est évidemment centrale et elle suppose elle aussi des investissements importants. C'est pas qu'une question de moyens, je vous rassure, l'éducation, mais c'est aussi une question de moyens. Pour faire en sorte que on puisse prévenir des signes ou des formes, non pas ce qui sera plus tard de la radicalisation, mais ce qui amène à détecter qu'un enfant, à un certain moment, se ferme à certains enseignements, apparaît comme influencé par des thèses qui, à l'extérieur de l'école, l'amènent à se mettre en dehors presque de la salle de classe, psychologiquement. Donc là, il y a un devoir d'alerte de la part des professeurs, c'est un peu ce que vous dites? Oui, devoir de responsabilisation des parents et de l'entourage de l'enfant. Et c'est aussi ça qui moi, Est-ce que vous préconisez des mesures particulières? Je pense que dans la période actuelle, comme citoyen français, on ne doit pas tout attendre de l'État. On doit aussi se discipliner, quelque part.
être nous-mêmes peut-être plus sérieux dans la vigilance et dans le fait de ne pas considérer que c'est toujours à l'autre, à la famille du petit qui se radicaliserait, à ses voisins, etc. Mais quand on détecte quelque chose, essayer de comprendre, mais de se mobiliser. Vous savez, si chacun d'entre nous ça se traduit comment? Par quel type de mesures? Non, mais là, je parle pas. On peut imaginer des modules aujourd'hui dans l'enseignement primaire et dans les collèges, qui sont des modules de prévention de la radicalisation et des interventions qui peuvent être pensées. On peut imaginer des expérimentations dans ce domaine-là. L'enjeu, il n'est pas simplement de déradicaliser ceux qui se sont à un moment radicalisés, et comme c'est aujourd'hui le cas pour un certain nombre de ceux qui sont interpellés, écroués en provenance de Syrie et sur le territoire français et qu'on a interpellé, mais aussi l'enjeu, c'est la prévention de la radicalisation. Et je crois que là-dessus, la mobilisation de la communauté éducative, de la communauté citoyenne, de la communauté nationale est juste. Et il y avait une très belle phrase hier d'André Chassaigne que je voudrais reprendre, parce que dans ces temps parfois un peu nauséabonds, où un vent mauvais souffle, il a dit cette chose qui a été applaudie par le Congrès, en parlant de nos concitoyens de religion musulmane, en disant les musulmans n'appartiennent qu'à une communauté, c'est la communauté nationale. Ils doivent être considérés comme membres à part entière de la communauté nationale et cesser d'être distingués de la communauté nationale au motif que quelques fous fanatiques aujourd'hui instrumentalisent leur religion pour perpétrer des attentats qui n'ont rien à voir avec la confession et la foi qui est la leur. Alors il y a une chose que le président n'a pas abordée hier lors du congrès de Versailles, outre le volet purement éducatif, c'est aussi l'endoctrinement des jeunes sur Internet. Est-ce qu'il ne faut pas penser à un volet pénal pour ceux qui vont fréquenter des sites djihadistes? Est-ce qu'il ne faut pas pénaliser la fréquentation des sites djihadistes? Nous sommes en état d'urgence, ce qui veut dire que des moyens exceptionnels sont mobilisés par les services de l'État, les services du renseignement, les services de sécurité, pour s'attaquer à ces filières. Je pense que pendant il faut qu'on intègre le moment dans lequel nous sommes, vous aussi, comme nous, et comme tous les citoyens. Aujourd'hui, nous verrons ce qu'il faudra faire après l'état d'urgence. Mais pendant la période de l'état d'urgence, bon, c'est bien que le débat politique continue parfois comme si de rien n'était. Mais moi, je ne pense pas qu'il puisse continuer comme si de rien n'était. Et par exemple, quelle définition vous pourriez donner à l'Union nationale? Ça va jusqu'où? Ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment d'enjeu pour les élections régionales? Mais c'est pas un coup tactique, l'Union nationale. Elle est commandée par les faits. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je vois sur Internet, sur les réseaux sociaux, comme toujours, un florilège d'insultes, de réactions, toujours anonymes d'ailleurs, de gens qui s'en donnent à cœur joie et qui n'ont donc, eux, absolument pas pris la mesure de ce qui se passe dans ce pays. Et moi, je dis à nos concitoyens qui, eux, sont pénétrés du deuil que nous vivons encore et de la nécessité de s'unir, que nous ne sommes pas aujourd'hui sortons des postures tactiques où les uns et les autres se jaugent et essayons de trouver ensemble les solutions pour, nous rassembler et opposer ce visage, rassembler réellement au-delà des postures. Mais Benoît Hamon, justement, nous défendre. On va parler peut-être d'une posture. François Hollande a proposé hier de modifier la Constitution pour intégrer la notion d'état d'urgence. Mais avec les mesures prises depuis 2 jours, les perquisitions sans autorisation judiciaire, les assignations à résidence, c'est déjà le cas. Donc franchement, faut-il modifier la Constitution ? Écoutez, peut-être le faudra-t-il. Moi, j'ai pas étudié en détail, c'est la modification des articles 16 et 36 et les conséquences que ça aurait. Ce qui est certain, c'est que pour ce qui est de la loi de 55... Et plusieurs aspects des textes qui nous régissent, ils sont si vieux qu'ils ne correspondent pas non plus aux technologies qui sont aujourd'hui mobilisables pour pouvoir lutter contre ces filières et de la nécessité de pouvoir s'approprier justement ces technologies. Donc on a des instruments, les lois antiterroristes, non, mais la loi est-ce que ça nécessite d'aller jusqu'à la modification de la Constitution? Sans doute, moi je regarderai, on n'a pas le détail de tout ça, honnêtement encore, et on le regardera avec intérêt et on ne votera pas une modification de la Constitution les yeux fermés. Cela étant dit, si l'unité nationale n'impose pas le silence, la preuve, les uns et les autres s'expriment, aujourd'hui, pour ce qui me concerne, aux réserves que j'ai posées près, j'adhère à la démarche du président. Rapidement, une dernière question. Benoît Hamon, sans tomber encore une fois dans la politique, est-ce qu'on peut aujourd'hui, quand on est de gauche, ce qui est votre cas aujourd'hui, vous l'assumez, est-ce qu'on peut encore contester, par exemple, la ligne économique de ce gouvernement? Est-ce que c'est possible ou il faut se taire? Les frondeurs, c'est fini.
Mais le problème, c'est pas... Sur le fond, on garde ses convictions. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est le moment de faire entendre une différence? Honnêtement, il est des batailles qui apparaissent, qui, si elles sont importantes à nos yeux, apparaîtraient comme les priorités secondaires et futiles aux yeux des Français. Donc, la démocratie, c'est pas interrompu. On n'a pas ouvert une sorte de parenthèse dans la démocratie française. Elle continuera à fonctionner. Après, il s'agit de hiérarchiser les sujets sur lesquels non seulement on s'exprime, mais sur lesquels il est important qu'aujourd'hui les Français sentent aussi leur classe politique mobilisée. Si tout le monde dit unité nationale, mais qu'au bout du compte, chacun de ceux qui nous écoutent ou nous regardent distingue que derrière tout ça, c'est la énième répétition de cette scène de théâtre à laquelle ils assistent régulièrement quand ils regardent la politique. Bon, là, ils seront légitimes à nous critiquer et à nous sortir de nos mandats respectifs. Donc moi, je pense que dans un moment comme celui-là, oui, nous sommes en état de guerre et ça appelle à cette situation exceptionnelle, des réponses exceptionnelles. Merci Benoît Hamon, vous êtes notre invité ce matin dans Territoire d'Info. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation nationale et on va passer maintenant à l'analyse de l'actualité et de vos propos par les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Voilà, aujourd'hui j'accueille Guillaume Doyen, qui est rédacteur en chef délégué au Parisien aujourd'hui en France, responsable des éditions régionales et locales. Bonjour Guillaume Doyen. Et j'accueille Raphaël Ruffier-Fossoul, qui est rédacteur en chef de Lyon Capitale. Bonjour Raphaël. Bonjour. On démarre tout de suite par ce que nous a dit Benoît Hamon. Alors peut-être déjà sur l'aspect Union nationale, qu'est-ce que vous en avez pensé? Benoît Hamon est dans le propos d'une unité nationale. Il reprend les mêmes termes que François Hollande hier. Il reprend, et ça m'étonne peut-être un peu plus, le terme de guerre à son compte. Et c'est vrai qu'il y a des débats qui doivent être reportés, mais le débat de savoir est-ce qu'il faut faire la guerre aujourd'hui en Syrie, est-ce qu'il faut aller intervenir sur le terrain, moi, ce qui m'a gêné hier, c'est que j'ai un peu eu le sentiment d'avoir George Bush après le 11 septembre 2001. On va aller amener l'Amérique en Afghanistan, on va aller amener l'Amérique en Irak. Aujourd'hui, les Américains ont compris que c'était quand même compliqué et ils sont plutôt retirés de ces théâtres d'opération. Et nous, est-ce que la France, on doit y aller? Ça reste quand même une vraie question, indépendamment de l'unité nationale. Guillaume Doyen. Oui, dès le début, Benoît Hamon l'a annoncé, hein, c'est une nécessité, l'Union nationale. Là-dessus, il ne diverge pas, il le répète aujourd'hui. Le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité, il est tout à fait d'accord avec ça, il l'a même Voilà, la position est assez ferme et bien établie. Cela dit, il fait entendre ça, différence quand même sur certains points, hein, notamment sur la question, la déchéance de nationalité des binationaux. Absolument. Et il insiste beaucoup sur le côté éducatif. Les mesures une réserve là-dessus. Hein, il y a une petite réserve tout de même, et il ne votera pas une modification de la Constitution, les yeux fermés, précise-t-il. Donc il y a quand même le ton Benoît Hamon dans cette affaire qu'on entend bien. Raphaël Ruffier-Fossoul, il dit aussi qu'on doit exclure les dépenses militaires et de sécurité du calcul bruxellois sur les déficits. Là, on retrouve peut-être l'analyse économique classique des frondeurs. Je suis plus intéressé par ce qu'il dit sur l'éducation, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, très intéressé sur ces questions-là. C'était quand même vraiment la grande absente du discours de François Hollande hier. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un grand absent dans ce discours-là. Et Benoît Hamon le reprend aussi. On parle d'ennemis étrangers, Benoît Hamon parle d'ennemis apatrides. C'est peut-être oublier que ces ennemis-là, ils ont grandi en France, que la fabrique à terroristes, elle est chez nous. Ça doit nous poser des questions et savoir comment on répond à cette problématique-là, ça n'a été absolument pas abordé hier. Guillaume Doyen, un devoir d'alerte des professeurs pour la prévention de la radicalisation? Oui, pourquoi pas, mais il faut rappeler quand même qu'on est dans le moment de la riposte et que le danger est immédiat dans les prochains mois. Donc que l'action et les mesures qui doivent être prises doivent porter immédiatement. On n'est pas à l'abri d'un nouveau commando qui interviendrait dans les 6 prochains mois. Ça fait quand même 2 dans une année. Hein. Il y a eu pas loin de 200 morts maintenant. Donc pourquoi pas? Mais finalement, est-ce que le tempo est le bon? Et est-ce que c'est pas le président qui a eu raison, en l'occurrence, de rester sur des mesures assez immédiates? Raphaël. Moi, j'aurais une question pour Benoît Hamon. C'est est-ce que l'éducation nationale, est-ce que dans les lycées, on n'est pas trop frileux aujourd'hui pour ouvrir le débat avec ces jeunes?
On a le sentiment que l'institution éducation nationale ne fait pas confiance aux jeunes lycéens qui sont tout à fait en âge de comprendre les choses. Mais on étouffe un peu le débat parce qu'on a peur de dérapages qu'on a pu avoir après Charlie. Hier, la consigne, c'était surtout pas de journalistes dans les classes. Alors il se trouve que j'y étais parce que j'avais une intervention prévue justement sur l'après-Charlie depuis de longue date. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de journalistes parce qu'ils auraient entendu des très belles choses, mais ils auraient aussi entendu de la part des gamins des très bonnes questions. Et je pense à une gamine qui m'a demandé « Mais monsieur, les bombes qu'on a envoyées en Syrie, est-ce qu'elles ont tué des civils ?» Benoît Hamon. Et c'est pour ça que toutes les questions posées par les enfants et les jeunes, il n'y a pas de mauvaises questions posées par les élèves. Il n'y a que des questions qui supposent derrière qu'on essaie d'y répondre avec eux. Et vous avez entièrement raison. Cela étant dit, je peux le dire à partir des témoignages que j'ai du territoire dont je suis l'élu, à Trappes, dans les Yvelines, ça s'est très bien passé, et avec des manifestations spontanées, au-delà même des élèves, je vais vous dire, des parents d'élèves, des familles, etc. Mieux qu'après Charlie ? Oui, il y a eu indiscutablement un élan indiscutable, spontané de compassion, de tristesse, de solidarité. Ça ne s'est pas, franchement, ça s'est très bien passé. Et bon, il n'y avait guère de doute non plus. Je vais vous dire, je suis pas pourtant d'un optimisme béat en général, mais je n'avais pas de doute moi là-dessus sur le fait que ça se passerait très très bien, parce que je veux dire, cette horreur-là, elle étreint tous les foyers en France, quels qu'ils soient. Sur l'éducation, effectivement, c'était absent du discours du président de la République. Bon, moi, je lui en fais pas le reproche. Hein. Le sujet, il était d'abord de répondre à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est d'abord une question sécuritaire. Ce qui ne veut pas dire derrière que la question de l'éducation ne doit pas être dans le débat public et ne doit pas faire l'objet d'une décision du gouvernement. En même temps, dans le domaine de l'éducation, moi, je ne recommande pas la précipitation. Ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde soit mobilisé, c'est une chose, mais pas de précipitation dans le domaine de l'éducation, parce que vous avez une raison de dire qu'il y a des Français donc, qui sont passés par les institutions de la République et qui sont devenus terroristes. C'est pas pour autant ces institutions qui les ont fabriqués comme ils sont. Peut-être qu'on peut reprocher à telle institution de n'avoir pas détecté, avoir su encadrer un jeune, mais ce n'est pas la République et ses institutions qui... C'est la question de l'endoctrinement, plutôt. De facto, c'est de toute façon très difficile et nous savons que le risque zéro n'existe pas. Cela étant dit, ce qui me semble important aujourd'hui... il y a quand même une aigreur chez les jeunes, on le voit dans tous les lycées. Mais... Il y a une aigreur, il y a un peu deux extrémismes qui s'affrontent. On voit le Front National qui monte beaucoup chez les jeunes parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus tout dire. Et de l'autre côté, pareil, beaucoup de jeunes qui me disent on n'a pas le droit de s'exprimer non plus. Comment on traite ça ? On le traite en ouvrant, comme l'Éducation nationale l'a fait hier, des moments de discussion à partir de faits qui émeuvent tout le monde, tous les citoyens. On a la même émotion au même moment. Et en même temps, on a des trajectoires, des histoires et des convictions différentes. Et à partir de ce même moment de communion nationale, on peut créer ces débats-là. Et vous avez raison, je l'ai pas évoqué, on l'a pas évoqué, mais le débat que vous posez sur l'intervention militaire en Syrie, qui pour l'instant n'est qu'une intervention aérienne, qui viendra, je l'espère, appuyer des offensives terrestres, non pas forcément de soldats européens, mais comme ça s'est passé à Sinjar avec les Peshmerga qui ont repris la ville de Sinjar, appuyés par des frappes aériennes américaines. Ces questions-là se posent. Est-ce qu'elles sont efficaces ? S'il n'y a pas de coalition internationale, s'il n'y a pas une seule et unique coalition internationale, je crains effectivement qu'elle ne le soit pas forcément. Mais là, nous n'en prenons pas le chemin et je m'en réjouis. Je pense qu'on prend le chemin justement de l'efficacité. On va regarder vos unes rapidement. Alors, Lyon-Capitale, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que les Lyonnais vont voir annuler leur fête des Lumières ? C'est une vraie question parce qu'elle va tomber en même temps que la COP21, donc c'est pas sûr qu'on puisse sécuriser les 4 millions de personnes dans les rues. Mais ce qui est évident, c'est que la fête des Lumières à Lyon, c'est le 8 décembre. C'est avant tout les Lyonnais qui mettent des lumignons aux fenêtres. Et ça, je peux vous dire que Lyon, cette année, il y aura des millions de lumignons aux fenêtres. Ok, le Parisien, la une, c'est cet homme qui a organisé le massacre. Il s'agit évidemment d'El Belhamine Abaoud. Oui, nous revenons sur lui, puis sur tous les aspects de ce massacre terrifiant. Il y a une trentaine de pages. Il serait l'homme qui a organisé cela. Avec cette fameuse photo extrait de la vidéo que tout le monde a vu. Il serait un ressortissant belge, me semble-t-il. Voilà, donc là, on a affaire à des ressortissants français et belges. Merci Benoît Hamon, merci messieurs. On se retrouve demain à la même heure. Les programmes continuent sur Public Sénat et Sud Radio avec le décrochage dans quelques minutes avec LCP. Merci et à demain.